Merci beaucoup, Ava. Merci et à tout à l'heure. On va évidemment vous retrouver régulièrement. Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. C'est important ce que l'on vient d'entendre de la part de notre journaliste sur place. Ça raconte ce que vivent ces populations en ce moment même. Elles quittent les abris pour rentrer chez elles tout en se préparant à la prochaine attaque. Oui, mais vous savez, c'est pas nouveau en Israël. Les Israéliens vivent depuis longtemps dans cet état entre attaque et abri. Les populations du sud d'Israël, à Sderot, vivent depuis 15 ans une partie de leur vie sous les abris. Populations du nord d'Israël vivent depuis des années, et très intensément depuis le 7 octobre, dans des abris pour échapper aux tirs du Hezbollah. Donc il y a malheureusement, c'est terrible à dire, mais il y a une culture de l'abri en Israël qui ne date pas d'aujourd'hui. Ce qu'on voit, en tout cas, c'est que c'est probablement une nouvelle nuit d'escalade qui se profile. Avant de vous faire réagir, je voudrais qu'on revienne sur ces images du soir avec vous, colonel, qu'on a vécu donc en direct sur BFM TV. Cette nouvelle salve de missiles tirés depuis l'Iran en direction d'Israël sur au moins 2 villes israéliennes. Il y a eu Haïfa, avec donc ce missile qu'on a aperçu, colonel, qui a réussi à transpercer ce dôme de fer. Pour ceux qui nous regardent et qui n'ont pas encore totalement compris comment cela peut se produire, expliquez-nous quels sont les différents scénarios possibles. En fait, il y a une boucle entre le moment où on a l'information du départ du missile et le moment où on décide de l'intercepter. Et alors, ce que font les Israéliens, comme la plupart, comme le font également les Ukrainiens aussi, et voire les Russes, mais c'est un peu moins le cas, ils ont tendance à vouloir anticiper la destruction de ce missile. Mais comme c'est un missile, certainement, enfin, je pense, qui doit avoir une vitesse importante. Alors, est-il hypersonique? Je ne sais pas. Mais il est parti, à mon avis, très rapidement en stratosphère. Et là, ils ont dû perdre la trace. Et parce qu'en fait, ces missiles et ces systèmes, comme le dôme de fer, sont couplés aussi avec des satellites, si vous voulez. Et donc, il faut déterminer la trajectoire du missile, ce qui peut se faire mécaniquement, mais vous avez des missiles, entre guillemets, intelligents, qui peuvent également changer de trajectoire. Et lorsque ce changement de trajectoire intervient hors de portée des capteurs, eh bien, il arrive à retomber très rapidement. Alors ça semble lent quand on le voit tomber, mais en réalité, c'est très rapide. Et ça peut être Mach 13 ça peut être Mach 10. En fait, on ne sait pas. Et je pense que l'armée israélienne ne communiquera pas. Il y a combien de types de missiles iraniens? Ils ont toute la palette, depuis le drone mobilette, le drone style Shahed, voilà. Mais un drone n'est pas un missile. Non, mais si vous voulez, il faut... Le dôme de fer fait une défense globale. Alors, on appelle dôme de fer, c'est abusivement 3 systèmes différents, voilà. Mais c'est un système global. Et ce qui est important, c'est d'évaluer, quand on en a la ressource, c'est la capacité des missiles antimissiles d'intercepter le projectile. Alors, ce projectile peut être un drone, ce projectile peut être un missile balistique qui est à tir direct, si vous voulez, qui lui reste en atmosphère. Et puis, vous avez ces missiles balistiques d'un autre type, dont disposent les Iraniens en assez grand nombre et en assez grande quantité, qui eux partent en stratosphère. Et là, le problème des Israéliens, au plan de la surveillance satellitaire, c'est qu'ils, à mon avis, c'est un peu le cas des Ukrainiens aussi, ils doivent être dépendants des États-Unis. Parce que les États-Unis ont la capacité à tout voir à peu près à tous les endroits. Mais c'est de la physique. Y a-t-il entre l'Iran et Israël par les airs? Et est-ce qu'on sait combien de temps met le missile le plus rapide? Je vous l'ai dit, c'est entre 15 et 25 minutes. Ouais. 15-25 minutes en fonction de l'endroit de l'Iran, voilà. Mais, si vous voulez, vous avez des missiles, au lieu d'avoir une trajectoire détectable d'emblée parce qu'elle reste en atmosphère, peuvent partir en stratosphère. Et donc là, ça devient du spatial. C'est pour ça que l'Iran, qui est un pays moderne, si vous voulez, je ne veux pas dire que les autres pays du Moyen-Orient ne le sont pas, mais avec Israël, ils ont une armée de l'air et de l'espace. Comme nous, en France, on l'a créé il y a à peine 2 ou 3 ans. Si vous voulez, l'Iran est un pays qui conçoit, qui fabrique, certes, qui n'a pas les mêmes capacités industrielles qu'un pays européen, qu'un pays occidental, et qui est, à mon avis, assez autonome. Je ne sais pas ce que je dois dire, s'il est très dépendant, mais à mon avis, il n'est pas si dépendant que ça des Russes. Parce que, pour en revenir à la discussion qu'on avait, Monsieur Trump, s'il était à la place de Nixon,
50 ans plus tôt. Il y avait Brejnev pour traiter et faire poids sur les Syriens et sur les Égyptiens, mais qui avait beaucoup moins d'armement. Là, Poutine, à mon avis, il ne connaît pas tout de la stratégie iranienne. Bernard-Henri Lévy, ce que ça montre, en tout cas ces images, c'est qu'évidemment, ce dôme de fer n'est pas infaillible. Ça laisse entendre aussi que potentiellement il y aura d'autres victimes civiles là dans les heures qui viennent, puisqu'on sait qu'un immeuble d'habitation a été touché. Vous pensez que malgré tout il fallait passer par là, que cette intervention, cette attaque israélienne était nécessaire? Je crois qu'elle était non seulement nécessaire mais inévitable, et depuis d'ailleurs de nombreuses années. Israël. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi y avait-il urgence alors que des discussions étaient en cours, un nouveau round de négociations était prévu ce soir même? D'abord parce que le round de négociations n'a pas abouti, et parce que la diplomatie a fait faillite, premièrement. Deuxièmement, parce que Israël et le monde avaient l'information selon laquelle, par l'agence, l'AEAI, oui, que l'Iran était en train de franchir le seuil décisif. On le savait depuis longtemps. Je vous rappelle une chose. Mais ça, est-ce que Israël ne va pas devoir les fournir ces preuves? Puisque c'est effectivement la raison qui est évoquée, ce dernier rapport de l'AIEA. Mais est-ce qu'Israël, pour légitimer cette intervention, ne va pas devoir fournir des preuves? D'abord, c'est à l'AIEA de les fournir, et je crois qu'elles sont déjà fournies, elles sont déjà disponibles. C'est l'AIEA qui a déclaré de manière tout à fait solennelle que l'Iran était à un cheveu d'être capable et d'enrichir finalement, et de miniaturiser et de transporter. Et par ailleurs, les preuves, on les a depuis longtemps. Une petite chose que tout le monde a oubliée. En juillet dernier, c'est-à-dire plusieurs mois avant l'élection de Donald Trump, le secrétaire d'État de l'époque, Tony Blinken, le ministre des Affaires étrangères de Joe Biden, a déclaré à la mi-juillet, vous vérifierez, que l'Iran était à un doigt d'être capable de fabriquer une arme nucléaire, une bombe atomique efficace. En juillet dernier, l'information était passée quasi inaperçue d'ailleurs, mais c'était déjà un secret de polichinelle. Donc il n'y a pas de preuves à fournir. Les preuves sont sur la table. Cela fait des années que ces plans que l'on a vu mis en œuvre là depuis quelques jours sont en train d'être élaborés en Israël, et que pour des tas de raisons, les Israéliens ne l'ont pas fait. Une de ces raisons, c'est qu'ils en ont été empêchés par l'administration Trump depuis quelques mois, qui avait une autre stratégie. Trump, il veut faire des deals et il croit que tout est soluble, que l'histoire et sa tragédie est soluble dans le deal. Et puis avant Joe Biden, et puis avant Barack Obama. On parlera du rôle des Américains, parce qu'il se trouve que vous rentrez de Washington, vous étiez au Sénat, où vous avez montré votre film sur le conflit ukrainien, dernier film sur le conflit ukrainien. Donc vous étiez avec une partie de l'administration américaine. 5 minutes après, cette intervention a été déclenchée. Donc vous nous raconterez les réactions sur place. Mais on a de nouvelles images qui nous parviennent du terrain. On va vous montrer évidemment toutes les images qui nous parviennent ce soir, tout en vous donnant les dernières informations. Images, voilà, d'Haïfa. Voilà le résultat de ce à quoi on a assisté tout à l'heure. David Rigoleros, ce missile iranien qui est passé au-delà du dôme de fer et qui a touché donc un quartier d'habitation. Ça témoigne de la puissance de l'impact de ce missile. Ce sont des rues en feu et des immeubles, des voitures ravagées et des secours déployés. Oui, de toute façon, il y a une logique d'escalade qui est à l'œuvre aujourd'hui. Et donc, on voit pas très bien. D'ailleurs, le porte-parole du Quai d'Orsay évoquait la nécessité d'un retour à une forme de négociation, mais on en est loin. On s'inscrit plutôt dans une logique d'escalade. Et ce type, évidemment, de frappe va légitimer du côté israélien la montée du curseur, en élargissant le panel des cibles en Iran. Ce qui légitime du côté israélien la montée du curseur, c'est pas ça. C'est le fait qu'il est impensable pour le monde d'avoir un Iran doté de l'arme atomique. Mais de manière immédiate, j'entends. C'est pas ça qui légitime. Ce qui légitime, c'est que depuis des années, l'Iran est un État terroriste,
qui alimentent le terrorisme partout dans le monde. Il y a même pas seulement Israël, les attaques contre les installations pétrolières saoudiennes, les attaques contre les Émirats, les personnalités menacées dans des pays européens. C'est quand même ça l'Iran. Juste dernière information, donc, messieurs. le curseur, il devait monter pour en finir avec ce régime quand même extraordinairement bizarre. David Rigoulet-Rose, on apprend via des responsables américains que Donald Trump s'est opposé à un plan israélien d'éliminer le guide suprême iranien. Alors ça, c'est intéressant parce que ça raconte deux choses. Premièrement, ça raconte que les Israéliens l'ont envisagé. Et deuxièmement, ça montre aussi à quel point les responsables américains essaient de montrer qu'ils ont été à un moment donné concernés, consultés, qu'ils avaient un minimum la main. Ça confirme qu'il y a des dissonances, on va dire, entre les deux, et notamment parce que j'évoquais tout précédemment le fait que Donald Trump n'était pas dans une logique de régime change, justement. Et c'est le problème. Parce que taper la tête de ce qui est considéré comme la tête de la pieuvre, en l'occurrence le guide suprême, c'est clairement s'inscrire dans la logique de changement de régime. Avec un nombre d'incertitudes colossales, ce qui pose un problème aux Américains. Parce qu'il y a le syndrome irakien de 2003. Et après. Voilà, c'est le jour d'après. Mais à une échelle sans comparaison par rapport à l'Irak de 2003. Et là, on voit qu'effectivement, il y a des velléités potentielles de la part du gouvernement israélien de pousser cette logique de régime change par rapport à la question nucléaire, notamment, qui est associée au régime. Le problème, c'est que la question nucléaire ne sera pas résolue même avec la fin du régime. C'est ça le paradoxe de la situation. Sur le changement de régime, je vous ferai réagir évidemment sur ce point très important, Bernard-Henri Lévy, mais on fait un détour par le terrain, on va en faire régulièrement et vous savez à quel point c'est important avec Clémence Dibou qui est en Jordanie. L'une de nos équipes, c'est Clémence Dibou qui est arrivée en Jordanie, qui a vu, Clémence, ces interceptions de missiles au-dessus du sol israélien. Racontez-nous, Clémence. Activité intense aussi dans le sol jordanien. Tout à l'heure, avec Tom Beck, on a vu plusieurs interceptions de points lumineux à plusieurs moments ici en Jordanie. Il y a ensuite eu une alarme. Ça n'a pas beaucoup fait réagir les habitants autour de nous, pour vous dire à quel point c'est une scène habituelle. Pourquoi au-dessus du sol jordanien ? Eh bien parce que juste derrière moi, une trentaine de kilomètres, eh bien c'est déjà Israël. Et l'Iran, lui, se trouve de l'autre côté. Au milieu de cette trajectoire, eh bien se trouve la Jordanie, qui a donc expliqué vendredi, la Jordanie, avoir recours à la Royal Air Force et à son système anti-aérien pour capturer pour toucher des drones et des missiles, intercepter des drones et des missiles. La Jordanie qui demande une désescalade de ce conflit qui pourrait embraser toute la région, en dénonçant une violation formelle du droit international de la part d'Israël, qui appelle tous les acteurs à la désescalade, alors que l'on voit régulièrement dans le ciel jordanien, je vous le dis, des interceptions, des sirènes aussi d'alarme que l'on entend régulièrement à Amman, et la population qui semble s'être habituée à cette situation. Merci beaucoup Clémence Dibou et merci à Tom Beck qui est avec vous sur place. Je rappelle donc cette toute dernière information des responsables américains, Bernard-Henri Lévy, qui indique que Donald Trump se serait donc opposé à un plan israélien d'éliminer le guide suprême iranien. Ça vous semble crédible, ça, effectivement, que les Israéliens aient comme objectif politique de renverser ce régime ? J'en sais rien. L'ambassadeur d'Israël en France, je crois sur votre chaîne tout à l'heure, a déclaré le contraire, a déclaré que ce n'était pas l'objectif d'Israël. Moi, il me semble que l'essentiel des forces politiques israéliennes pensent que le changement de régime en Iran sera l'affaire des Iraniens et des Iraniennes elles-mêmes. Donc je ne suis pas sûr que ça soit l'objectif d'Israël. L'objectif d'Israël aujourd'hui, c'est de débarrasser le monde d'un Iran nucléarisé. Et le monde entier, me semble-t-il, devrait dire merci à Israël pour cela. Au lieu de lui donner des leçons de morale, de l'inviter à ne pas escalader, etc., on devrait lui dire merci. Israël fait ce dont tant de pays alentours, je pense aux pays signataires des accords Abraham, d'autres qui ne le sont pas encore, et tant de pays dans le reste du monde, souhaitaient que cela vienne depuis longtemps. Mais est-ce que cette opération, malgré tout, est légale ? Viser des sites nucléaires, éliminer des scientifiques, est-ce que ça ne pose pas quand même la question de la légalité de cette intervention ? Le droit international, ça compte aussi ? Bien sûr que le droit international compte aussi, mais la perspective d'un État théocratique,
fanatiques, dirigés par des hommes qui en sont déjà à songer à élargir les avenues de Téhéran pour le jour où l'imam Kacher viendra. L'idée que ce pays-là soit doté de 10 fois la bombe atomique d'Hiroshima, c'est par-delà le légal ou l'illégal. C'est une perspective apocalyptique. Il faut bien se dire ça. Ça fait des années que nous vivons dans un état d'inconscience absolue, dans cette espèce d'apocalypse suspendue que faisait peser la menace iranienne. L'Iran, c'est pas juste un État comme les autres. Il fait partie d'une espèce d'international du pire avec la Russie, la Corée du Nord, etc. En plus, avec cette idée de se doter d'une arme dont il se servira. Mais si c'était si nécessaire et tellement inévitable, pourquoi on ne l'a pas fait avant? Pourquoi Israël le fait aujourd'hui? Quel est son intérêt? Et quel est le coup d'après? C'est pas une question d'intérêt, c'est une question que c'était urgentissime. Et que, à force d'avoir, je crois, moi je suis pas un expert, mais enfin j'observe. C'est un pays, une société que vous connaissez bien. Une société que je connais bien, je connais bien les États-Unis aussi. Et je sais que depuis de nombreuses années, les alliés d'Israël lui retiennent le bras. Lui demande de ne pas le faire, l'en empêche, le menace de ne pas de retirer leur soutien. Je pense, y compris d'ailleurs, que l'administration d'aujourd'hui n'était pas favorable à cette opération. Et je suis de ceux qui pensent, et vous le rappeliez, j'étais à Washington, donc jusqu'à hier. Et il y avait des membres de l'administration américaine au moment où l'opération a été déclenchée autour de vous. Est-ce que vous avez vu de la surprise sur leur visage? J'étais au Sénat et le hasard étrange de la vie fait que je montrais en effet au Sénat des États-Unis un documentaire sur l'Ukraine et qu'à la fin du documentaire, j'ai vu un peu d'agitation dans la salle et j'ai compris, et un des sénateurs est venu me voir et m'a dit « L'opération israélienne contre l'Iran vient de commencer ». Donc, en effet, il y avait des sénateurs, il y avait des représentants, il y avait des membres de l'administration. Ils étaient inquiets ou ils étaient satisfaits? Ça dépend lesquels. Globalement, je crois que ceux qui étaient là et qui étaient plutôt des amis de l'Ukraine, plutôt des adversaires de la Russie, avaient l'impression que le camp des dictateurs allait être affaibli. Donc ils étaient tout le monde. Comment ne pas être inquiet? Je suis inquiet, vous êtes inquiet, nous sommes tous inquiets. Voir ces images. Mais est-ce qu'ils étaient surpris? Est-ce que selon vous, les Américains ont été mis dans la confidence? Mais je pense qu'ils étaient surpris. Et j'ai la quasi-conviction, pas la certitude naturellement, que pour des tas de raisons, Donald Trump a été prévenu quelques heures avant. Voilà. Et pas plusieurs jours en avance, et pas planification commune, etc. J'en ai à peu près la conviction. Et je crois même savoir d'ailleurs que dans la vision du monde un peu curieuse qui est parfois la sienne, où l'essentiel se mélange avec le contingent, l'idée que l'Israël ait pu déclencher cette opération l'avant-veille de son anniversaire, au risque d'éclipser celui-ci, et l'avant-veille de la grande parade militaire qu'il a organisée donc hier, je suis pas sûr que cette idée lui ait beaucoup plu. Donc, je crois que Israël a agi de son propre chef dans un sentiment d'urgence absolue, au lendemain, encore une fois, d'un rapport de l'agence de surveillance des arsenaux nucléaires, et au lendemain d'un échec des négociations. Il y a un moment où on se dit, si on n'agit pas aujourd'hui... de tir. C'est pas fenêtre de tir. Si on n'agit pas aujourd'hui, il faudra agir demain ou après-demain, et ce sera bien pire. Ça sera bien plus coûteux en vies humaines, en catastrophes, ainsi de suite. Je crois que c'est tout bêtement... on peut faire des conspirations, de rêver imaginer des complots ici ou là. Parfois, les raisonnements sont simples. Voilà, le rapport tombe, le rapport de l'AIEA, les négociations à Oman arrivent à leur 6e session, arrivent, 5 sont écoulées, et la on voit que les devait Iraniens, avoir lieu ce soir. Ça devait avoir lieu aujourd'hui. On voit que les Iraniens sont absolument obstinés et n'entendent pas négocier, ne veulent pas négocier. Il y a un moment où, en effet, un gouvernement responsable décide de... Sauf que, alors, sur ce point, il y a eu quand même un léger changement de ton ces dernières heures côté iranien, puisqu'on a tenu un discours qui consistait à dire si les frappes cessent,
on peut envisager de rediscuter à nouveau. C'est quand même une petite inflexion, Olivier Ravanello, non ? Oui, mais c'est aussi... Vous n'avez pas l'air convaincu. Non, parce que c'est la dialectique iranienne depuis 25 ans. Les Iraniens sont en permanence dans ce jeu de négociation, et lorsque la négociation est impossible, on finit par lâcher et on continue. Le programme iranien est la démonstration de la duplicité de ce régime. Si vous voulez fabriquer... si vous voulez un programme nucléaire pour fabriquer de l'électricité, vous l'enfouissez pas sous une montagne, vous le mettez pas sous un bunker et sous un sarcophage de béton, vous ne le cachez pas, vous n'enrichissez pas à 60-70% alors que 4 ou 5% d'enrichissement suffit pour fabriquer de l'électricité. Et la seule chose que disaient les Iraniens, c'est: on ne veut pas la bombe, on veut la capacité à la fabriquer. Mmh. C'est ce qu'ils ont toujours revendiqué avec constance. Et la capacité à la fabriquer et à ne pas s'en servir, cela veut dire faire le pari que cette nation est capable, comme d'autres nations qui détiennent toujours la bombe, de faire le pari de la rationalité, de l'équilibre des puissances, et qu'en effet, comme la France l'assume, la bombe que possède la France est faite pour dissuader, pas pour être utilisée. Donc le pari qu'il faudrait faire, si on croit les mollahs sur parole, c'est de dire, donc en fait, vous êtes capable de faire comme nous, d'avoir une bombe et de ne pas vouloir du tout vous en servir. Le pari est sans doute un peu gros pour beaucoup de nations. D'autant qu'ils disent explicitement le contraire. Parce qu'en effet, et qu'ils veulent rayer de la carte Israël par ailleurs. Depuis le début de leur entreprise nucléaire et de leur ambition, le but affiché est de rayer de la carte du monde Israël. C'est extrêmement clair. Depuis la fondation du régime, cette idée est nette. Donc, on n'est pas dans une logique dissuasive. On n'est pas dans la logique de la France ou dans la logique de la Grande-Bretagne. Tout le monde sait que l'arme nucléaire est une abomination. On le sait depuis 1945, les débats qui ont suivi Hiroshima, Albert Camus, Karl Jaspers et autres. Mais, vous avez raison, il y a une vraie différence de nature entre une arme nucléaire dissuasive qui est faite pour ne pas être utilisée. Je me souviens de mon camarade André Glucksmann publiant un très beau livre qui s'appelait « La force du vertige » qui expliquait ça il y a 20 ans. Et puis de l'autre côté, une arme nucléaire dont le but est de provoquer l'apocalypse dès qu'on l'aura, dès que le monde vous autorisera à la voir. Et c'était le cas de l'Iran. Et c'est ce qui a rendu cette... Et vous pensez sincèrement qu'ils seraient allés au bout de leur projet ? Écoutez, je pense sincèrement que quand on a affaire à des dictateurs, à des totalitaires ou à des fascistes, il faut les entendre et probablement les croire sur parole quand ils annoncent leurs intentions. Je connais pas d'exemple de Hitler à Poutine, en passant par les Iraniens, d'hommes de cette espèce qui, lorsqu'ils annoncent quelque chose, n'ont pas l'intention de passer à l'acte. Et généralement, ils passent à l'acte. Alors, on ne les croit jamais. Quand Poutine dit, 6 mois avant l'invasion de l'Ukraine, je vais envahir l'Ukraine, on se dit c'est de la propagande et du bluff. Mais donc, dans une moindre mesure et à un autre niveau, lorsque le ministre israélien de la Défense dit qu'il va faire brûler Téhéran, il pense qu'il dit et il va le faire ? La grande différence, c'est que ça n'est pas une doctrine. C'est un mot c'est un mot malheureux, qui probablement lui échappe. Grâce au ciel, ce n'est pas lui qui mène la politique d'Israël. Grâce au ciel, Israël est une démocratie. Et si vraiment cette idée avait tendance à s'enquister dans son esprit, il y aurait des élections dans quelques mois et un autre lui succéderait. Là, en Iran, on a affaire à autre chose. On a affaire à des hommes qui sont en place depuis 45 ans, qui torturent leur population, qui massacrent leurs femmes, qui... N'oubliez pas, l'homme qui a été éliminé, je crois, tout à l'heure, qui a été... Alors, précisément, on va y revenir. Le patron des renseignements. Le chef du renseignement iranien et son adjoint, Benyamin Netanyahou. Eh bien, ce sont les hommes qui ont ordonné l'assassinat de Masha Amini, cette femme qui avait mal placé son rouge à lèvres. Qui avait déclenché une vague de manifestations en Iran. C'est l'homme qui a fait exécuter de 100 coups de feu dans le dos la mère de Roya, cette jeune Iranienne qui s'était coupé les cheveux sur la tombe de sa mère. Donc, ce sont ces hommes-là. Alors... Et précisément, je voudrais qu'on revienne, parce que ça, c'est important. C'est l'une des informations de la soirée, parce que, de son côté, Israël a aussi revendiqué plusieurs succès. Tout d'abord, avoir détruit la principale installation du site nucléaire de Natanz. On va revenir là-dessus dans un instant, expliquer pourquoi c'est important. Avoir frappé des dizaines d'installations de missiles dans l'ouest de l'Iran, et donc avoir eu
je cite Netanyahou, le chef du renseignement iranien, ce qui voudrait dire qu'ils l'ont capturé, selon plusieurs médias américains, mais ça reste évidemment à confirmer, et non abattu. Qui est cet homme, Olivier Ravanello? Que sait-on de lui? C'est un ennemi intime d'Israël. Mohamed Kazemi, c'est quelqu'un qui, pendant de nombreuses années, pour les gardiens de la Révolution, c'est-à-dire le corps d'élite qui soutient le régime, a financé, organisé la logistique permettant d'alimenter le Hezbollah et donc des attaques du Hezbollah sur Israël, a collaboré aussi avec le Hezbollah et avec les Russes dans l'opération militaire qui a duré longtemps pour soutenir le régime de Bachar el-Assad et écraser l'opposition qui essayait de renverser ce régime. Donc c'est quelqu'un qui était très bien connu et qui avait pris il y a peu la direction des renseignements du contre-espionnage des gardiens de la Révolution. Donc c'est en quelque sorte celui qui, du matin au soir, se demande comment lutter de manière non visible, puisqu'on n'était pas encore dans une guerre ouverte, contre l'ennemi principal qui est Israël. À ce sujet, on a beaucoup parlé, David Rigoleros, des capacités d'infiltration des Israéliens, ce qui expliquerait aussi qu'ils aient réussi à cibler des scientifiques, des membres éminents des gardiens de la Révolution. Est-ce qu'il y a aussi des capacités d'infiltration côté iranien? Il y a des tentatives, puisqu'il y a eu l'identification d'un certain nombre d'Israéliens ayant été mobilisés par les services iraniens contre de l'argent. Il y a des arrestations qui ont eu lieu. Donc il y a eu... c'est une grande inquiétude en Israël parce que c'est un choc aussi par rapport à la constitution, à l'ADN israélien. Mais en matière ça reste quand même relativement limité par rapport à la capacité de pénétration du Mossad en Iran, qui est énorme. Elle s'est faite sur 20 ans. C'est-à-dire énorme, à plusieurs niveaux. Y compris dans le corps des gardiens de la Révolution, y compris dans les services de renseignement des gardiens de la Révolution. Il y a un exemple emblématique, c'est l'élimination d'Ismaël Haniyeh en juillet dernier. Il faut rappeler qui il est, pour ceux qui était le chef du Hamas à l'extérieur, qui était invité pour le début de la présidence de Pezeshkian en Iran, qui venait d'être élu, et qui logeait dans une résidence sécurisée des Passes d'Aran. Et c'est là où il a été éliminé. Donc c'est dire que il y a une paranoïa dans la structure des gardiens de la Révolution. Et d'ailleurs, l'ancien ministre des renseignements, alors pour le coup des vrais renseignements, le VEVAC et non pas les gardiens, Younessi, qui était le ministre de Khatami, l'ancien président, disait que le Mossad avait pénétré et que tous les officiers, tous les responsables iraniens devaient s'inquiéter pour leur survie, pour leur vie, leur propre vie. Il avait fait cette déclaration en 2021. La suite des événements a prouvé, notamment par exemple avec l'élimination du père de la bombe entre guillemets iranienne, Fakhrizadeh, dans une opération spectaculaire, digne d'un film d'espionnage hollywoodien. Donc il y a effectivement une forte capacité de pénétration des systèmes de sécurité iranien. Et d'ailleurs, on apprend à l'instant que l'Iran accuse Israël d'avoir ciblé délibérément un bâtiment du ministère des Affaires étrangères, ce qui confirme une fois de plus cette volonté, au-delà du nucléaire, cette volonté aussi de décapiter ce régime. Sur le site de Natanz, colonel, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête? Qu'est-ce qu'il faut savoir de ce site qui est évidemment au cœur de cette stratégie nucléaire iranienne? Où est-il exactement? Dans quelle mesure est-il protégé? Est-ce que c'est un site enfoui, lui aussi? Il semblerait qu'il soit moins enfoui que le site de Fado, qui est dans la montagne, mais il a tout ce qu'il faut pour construire une bombe. Alors ensuite, le problème, on a parlé, monsieur Bernard-Henri Lévy a parlé de la déclaration du mois de juillet. En fait, ce qui manquait aux Israéliens, c'était la miniaturisation de la bombe. Parce qu'en fait, une bombe, une fois que vous l'avez faite, il faut pas que ce soit grand, il faut que ce soit transportable, il faut que ce soit miniaturisé, et notamment par missile. Parce que les Iraniens n'ont plus d'aviation, les Iraniens n'ont plus d'aviation, contrairement aux Israéliens. Ils ont une quarantaine d'avions. Et eux, personne ne leur fournit d'avions, même les Russes. Donc il leur faut une bombe nucléaire
qui soit miniaturisable, qui soit petite physiquement, pas trop lourde, pour pouvoir aller sur un missile qui, comme je l'ai dit, passe par la stratosphère avant d'arriver. Ça, ils ont de très bons balisticiens, ils ont de très bons ingénieurs. Les universités à Téhéran, autant de scientifiques, fonctionnent très bien. Et depuis très longtemps, parce que depuis la guerre Iran-Irak, on a oublié d'en parler, de 80-88, l'Occident aidait l'Irak, de Saddam Hussein, qui est une horrible dictature aussi, mais parce que il fallait éliminer ce régime de Mollah qui était revenu sur la reconnaissance d'Israël par le Shah d'Iran et qui, lui, voulait éliminer Israël. Et c'est la raison pour laquelle les Occidentaux, dont la France, à cette époque, avaient décidé d'aider Saddam Hussein. Et Saddam Hussein avait envoyé presque autant d'avions sur l'Iran que les Israéliens dernièrement. Des avions français d'ailleurs, des Mirage, F-1 et autres. Et donc, mais les Irakiens n'ont pas été très bons, si vous voulez. Les Iraniens, qui ont des scientifiques, des militaires qui ont fait allégeance au régime. Et c'est ça qui est très curieux. Moi, je connais des Iraniens dont un oncle général avait été fusillé. Mais il y en a d'autres qui ont fait allégeance, qui ont décidé de rester. Et ça s'est confirmé pendant la guerre Iran-Irak, où l'armée iranienne est restée fidèle au régime. Et depuis ce temps-là, ils ont déclenché un système qui est irréversible d'infiltration de tous les mouvements anti-israéliens du Moyen-Orient, y compris sunnites, comme le Hamas. Le Hezbollah, ils l'ont fait grâce à la complicité de Hafez el-Assad, qui était alawite, donc aussi chiite. Donc, si vous voulez, ils ont noyauté tout ce qui pouvait leur servir à éliminer Israël. Et ils n'y sont jamais revenus. Souvenons-nous, il y a 20 ans, Ahmadinejad le disait, c'était Hitler, il le disait tous les jours, aux foules, il le médiatisait. On va détruire Israël par nos missiles. Bon, il est parti, il y a eu des gens soi-disant plus modérés, mais l'objectif est resté le même. On va faire réagir Bernard-Henri Lévy à ce que l'on vient d'entendre. Je précise juste, puisqu'on voit Emmanuel Macron qui est en train de s'exprimer depuis le Groenland. Nous suivons évidemment la prise de parole du président de la République lorsqu'il s'exprimera sur ce que nous vivons ce soir, c'est-à-dire cette guerre entre Israël et l'Iran. Bernard-Henri Lévy, vous vouliez réagir à ce que l'on entendait et sur aussi l'instabilité que pourrait créer dans la région la chute de ce régime. Vous n'y croyez pas? D'abord, sur l'instabilité, je crois qu'il ne peut pas y avoir plus grande instabilité que ce qui se passe celle que actuellement. Le régime iranien entretenait sciemment et en effet depuis très longtemps. On ne peut pas faire plus instable que faire grandir le Hezbollah, déplacer la majorité de la population, 6 millions de Syriens, et en assassiner 5 ou 600 000, créer le 7 octobre et ainsi de suite. Comme instabilité, honnêtement, j'aimerais savoir ce qu'on pourrait faire de pire. Oui, mais les Iraniens voient aussi ce qui se passe, par exemple, dans la bande de Gaza et peuvent craindre de se retrouver, eux aussi, population civile, prise pour cible dans le cadre de ces tensions auxquelles on assiste aujourd'hui. Il pourrait, mais c'est pas ce qui se passe. Pour l'instant, j'entendais tout à l'heure sur votre plateau quelqu'un parler d'un éventuel ralliement au régime par réflexe unitaire de la population iranienne. Ça arrivera peut-être, mais pour l'instant, c'est l'inverse. Ce qu'on appelle l'effet drapeau. L'effet drapeau. Pour l'instant, moi, j'entends, je suis sur les réseaux sociaux, regardez le compte de Masih Alinejad, cette égérie de la révolution des femmes en Iran, et beaucoup d'autres. C'est plutôt le contraire. C'est plutôt merci Israël, merci de nous donner enfin une chance. On va écouter le président Bernard-Henri Lévy, de vous nous savez débarrasser comment de ça ce marche. régime. Permettre de bâtir une paix robuste et durable. Et donc, à mes yeux, c'est la question de savoir si le président Trump est disponible à mettre en avant des sanctions beaucoup plus fortes à l'égard de la Russie si elle refusait de répondre à la proposition qu'il a fait depuis maintenant plusieurs mois et à laquelle a répondu le président Zelensky dès le mois de mars. Et donc c'est un des points de discussion que nous aurons quelques jours avant le sommet de l'OTAN. Et pour moi, cet espace-là est celui dans lequel on doit réengager, nous, Européens, avec les Américains et nos autres alliés, Canadiens et Japonais, dont je veux ici souligner aussi la grande constance et la grande solidarité sur le conflit ukrainien. Sur le Proche et Moyen-Orient, nous avons une position, je crois, tous unis. Personne ne souhaite voir l'Iran se doter de l'arme nucléaire, mais tout le monde souhaite que la discussion et la négociation reprennent. Et là aussi, les États-Unis d'Amérique ont une vraie capacité à faire revenir tout le monde autour de la table, compte tenu du fait que, avec les Européens, ils sont des protagonistes importants de tout accord nucléaire, mais surtout que la dépendance israélienne à l'égard des armes et des munitions américaines leur donne une capacité à négocier. Je ne crois pas que la Russie, qui aujourd'hui est engagée dans un conflit de haute intensité, a décidé de ne pas respecter la Charte des Nations Unies,
depuis maintenant plusieurs années, puisse être en quoi que ce soit un médiateur. Je pense que c'est la responsabilité collective qui est la nôtre d'essayer de réengager au plus vite un conflit, et donc dans un premier temps d'éviter toute escalade et que l'ensemble des protagonistes reviennent à la table des discussions. Thank you. Monsieur Le Pentagone fait des plans pour peut-être prendre le Groenland. Le ministre américain en a parlé. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas ce que cela veut dire et ni comment cela pourrait fonctionner. On ne peut pas occuper le territoire d'un allié. Ma perception des choses... On vient d'entendre le président de la République s'exprimer et Bernard-Henri Lévy, je vous ferai réagir évidemment avant de vous libérer sur ces tensions auxquelles on assiste, cette guerre ouverte entre Israël et l'Iran. Emmanuel Macron qui évacue la possibilité que Vladimir Poutine puisse jouer le rôle de médiateur dans cette crise que nous vivons. Est-ce vraiment surprenant? C'est la moindre des choses, franchement. Quand j'ai entendu ça, j'ai cru à une... Sauf que ça ne vient pas de n'importe qui, c'est Donald Trump, en l'occurrence. Oui, qui, on a la preuve, une fois de plus, de cette collusion que l'on connaît depuis longtemps entre Trump et Poutine. Trump a pour vertu, dans chacun des dossiers brûlants auxquels il est confronté, à endosser ou à entrer dans le narratif du Kremlin. Mm-hmm. Donc là, c'est ce qu'il a dit sur son réseau social. Poutine l'a appelé, lui a souhaité un heureux anniversaire, lui a dit des very sweet things et lui a dit des choses très intéressantes sur l'Iran et lui a proposé sa médiation. Et Trump, lui a dit welcome. Mais c'est absurde. Comment voulez-vous que Poutine, qui mène, lui, une vraie guerre d'agression, au mépris, alors là, pour le coup, de toute légitimité, de toute légalité internationale, contre l'Ukraine, qui massacre tous les jours des civils, sans aucune raison, comment voulez-vous qu'il soit médiateur de quoi que ce soit? Donc cette proposition est absurde, et ça confirme, une fois de plus, malheureusement... Donc le rôle de Vladimir Poutine, c'est absurde, le rôle de Donald Trump, tout autant. Qui, selon vous, alors, peut ramener le calme dans la région et participer à la désescalade? Est-ce que vous pensez vraiment que la France a la capacité à le faire et est entendue dans le moment que nous vivons? Nous n'avons même pas été mis au courant du lancement de cette opération. L'objectif, pour l'instant, c'est pas le calme. L'objectif, c'est d'éliminer la menace mondiale que représentait un Iran doté de l'arme nucléaire. Et donc d'aller au bout de cette opération. Le deuxième objectif, attendez, c'est que les femmes iraniennes et la société iranienne en général puissent respirer plus librement et vivre selon leurs vœux. Le calme n'est pas un objectif en soi, franchement. Merci beaucoup, Bernard-Henri Lévy, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je salue Patricia Lémonière qui vient de nous rejoindre. Un mot sur ce que l'on vient d'entendre.